C'est bon pour vous? Voilà, parfait. Ok. Bah, écoutez, tout d'abord, on tenait déjà à tous vous remercier pour votre présence, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, c'était un peu compliqué pour notre classe avec le séminaire d'anglais, c'était le premier jour. On tenait également aussi à remercier Monsieur Loris Grandjean, qui a accepté de justement nous accorder un peu de son temps concernant cette conférence. Donc en fait, avec mon équipe, nous avons décidé de présenter une conférence sur le leasing. Pourquoi le leasing? Parce qu'en fait, on s'est dit que c'était un service qui était proposé maintenant dans le milieu bancaire et donc qui était intéressant pour nous. Donc cette conférence, ça va vous permettre pour ceux qui justement ne connaissent pas, avoir justement la connaissance de ce service et pour ceux qui connaissent déjà le leasing, d'approfondir vos connaissances. Donc la conférence, ça va se dérouler comme celle-ci. Je vais tout d'abord laisser Monsieur Grandjean se présenter. Ensuite, on va échanger en lui posant quelques questions et enfin, on vous laissera la parole si vous avez d'éventuelles questions, etc. Et puis, justement, on vous donnera le questionnaire de satisfaction à remplir. Donc, je vais laisser Monsieur Loris Grandjean se présenter. Donc bonjour à tous. Donc Loris Grandjean, effectivement, je suis un ancien du CFA où était Yasmina. J'ai fait ma carrière quasiment en totalité dans la banque, puisque j'ai fait un BTS, une licence et un master banque, un peu comme certains d'entre vous certainement. J'ai fait à peu près tous les postes de l'agence, conseiller par, enfin l'accueil, le bar, le pro. J'ai fini responsable d'agence Société Générale, puis je suis parti effectivement dans une filiale leasing de BNP qui s'appelle BNP Paribas Leasing Solutions. Donc une toute petite filiale de 5000 collaborateurs à l'échelle du groupe. Et je suis parti il y a maintenant 2 ans où je suis désormais responsable d'une captive financière dans un groupe, dans une PME de 71 salariés et où je m'occupe effectivement exclusivement de la partie leasing, vente à destination de nos clients et je suis responsable donc de ce service-là. Voilà pour mon parcours, Yasmina, que vous connaissiez déjà. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Donc nous, la première question qu'on avait à vous poser, c'était une question assez générale parce que c'était qu'est-ce que le leasing? Qu'est-ce que le leasing? Le leasing, c'est du crédit bail. Qu'est-ce que le crédit bail, du coup? C'est finalement la faculté pour un client de louer son matériel plutôt que de l'acheter, c'est-à-dire qu'il ne va pas payer comptant son matériel, à l'instar d'un prêt plus ou moins classique. À la seule différence près, c'est que celui-ci ne rentrera pas dans son bilan, ce ne sera pas un actif pour notre client, ce sera un actif pour la banque ou pour l'établissement qui, lui, va acheter le matériel et le remettre à disposition du client sous forme de loyer, un peu comme on pourrait louer une maison quelque part, hein, et va pouvoir user de ce matériel sur une durée convenue pendant toute la partie locative et pendant ce qu'a prévu le contrat en termes de durée et dans les conditions prévues par le contrat. Alors bien souvent, ça c'est assorti d'une maintenance, un peu à l'instar de ce qu'on fait sur le matériel roulant chez Peugeot ou chez ces vendeurs de véhicules. Il y a une maintenance qui est faite par un prestataire et c'est l'avantage pour le client, c'est d'avoir finalement un loyer global qui englobera et sa partie maintenance, donc un matériel toujours maintenu, et sa partie financement et donc amortissement du matériel. Voilà grosso modo pour les grandes lignes du leasing. C'est ça. Et vous pouvez nous dire justement quels sont les différents types de leasing qui existent? Alors, leasing, on entend leasing, c'est du crédit bail, même si aujourd'hui leasing est devenu un terme un peu mallette, où on a mis énormément d'autres termes, normalement qu'on appelait renting à la base, qui sont une location financière. La différence près, c'est que la location financière, le client ne devient jamais propriétaire in fine, contrairement au crédit bail où il a la priorité de rachat, c'est-à-dire qu'on lui proposera en priorité de prendre la propriété du matériel. La location financière, il n'y a pas du tout de faculté pour le client à devenir propriétaire. Après, il y a énormément de produits dérivés de ces deux produits-là, qui sont notamment ce qu'on appelle le leaseback, donc c'est la faculté à racheter un actif à un client et lui remettre en location, quand on a une trésorerie tendue par exemple, racheter un parc de clients, ça peut aussi également se faire, ou ce qu'on appelle du bail prestation, et comme je le disais tout à l'heure, on va assortir finalement la partie financière et la partie locative avec une maintenance supplémentaire qui sera soit opaque, donc un loyer complètement global, soit on va faire 2 lignes et donc le leaser prélèvera pour compte et reversera la maintenance au prestataire qui est en charge de celle-ci. Voilà les grands schémas de leasing. Ok. Et vous savez justement à quel type de clientèle s'adresse le leasing? Le leasing à la base
professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'adresse avant tout aux entreprises de toute taille, TPE, PME, grands groupes. Vous avez notamment des très grands groupes, Total, le CAC 40, qui ont recours au leasing majoritairement pour les véhicules de fonction, entre autres. Ça s'adresse majoritairement et ce produit est majoritairement destiné effectivement aux entreprises. Même si aujourd'hui, effectivement, ça s'ouvre et de plus en plus aux particuliers. En tête, ça a été les véhicules, les voitures qui ont été largement, aujourd'hui même encore largement, et ça monte en puissance vendues en leasing. On a des matelas, le monde du litier fait du leasing. Vous avez énormément d'actifs qui se font en leasing. Vous pouvez même, pour les plus geeks parmi vous, louer votre console de jeu. Donc on a toute cette partie-là, ça s'ouvre finalement pour arriver dans un modèle de consommation plutôt que réellement de propriété. Voilà. Le modèle de propriété se perd, surtout sur des actifs qui ont une obsolescence rapide, les téléphones portables, l'informatique, où finalement votre matériel dans 5 ans, quel est l'intérêt d'en être propriétaire, puisque de toute façon, il ne conviendra certainement plus à vos attentes, et en tout état de cause, ce sera une non-valeur, parce qu'il n'aura plus aucune valeur vénale. Voilà, donc en gros, pour répondre à votre question. Ok. Et donc, selon vous, vous avez une petite idée à peu près du nombre de contrats qui est souscrit à peu près chaque année? J'en ai absolument aucune idée. Je sais que chez BNP Paribas, c'était un contrat toutes les 20 secondes qui était mis en loyer. Ça représentait à peu près 350 000 contrats. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les chiffres sont bons. 350 000 contrats annuels. Mais c'est juste pour BNP Paribas. Et BNP Paribas que pour la filiale leasing, parce qu'ils ont une filiale leasing roulant qui s'appelle Arval, qui fait encore plus de contrats, qui est bien plus grosse. Donc du leasing, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Vous dire à combien se porte le nombre de contrats en France entière, j'en suis absolument incapable. Voilà. Mais à plusieurs millions de contrats sans aucun problème. Aucun problème. Ok, impeccable. Donc là, je vous ai posé des questions un peu générales. Là, on va se concentrer un peu plus sur la mise en place du contrat de leasing. Et donc, la première question qu'on avait à vous poser, c'était quels sont les critères d'éligibilité au contrat du leasing? Alors, critères d'éligibilité, il y en a en amont, c'est majoritairement, enfin, dans ce qu'on appelle nous, le modèle vendeur, c'est-à-dire qu'on a un intermédiaire entre nous et le client. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commerciaux qui vendent en tant que tel du leasing, mais on a des partenaires. C'est le cas aujourd'hui pour la structure pour laquelle je travaille. On est partenaire de BNP Paribas, par exemple. Et donc, on a des commerciaux qui vendent les contrats. La première étape, c'est déjà d'avoir ces commerciaux et de les agréer pour être sûr qu'ils seront en conformité avec nos attentes, tant sur le plan réglementaire que sur le plan du suivi et de la maintenance. Pour mémoire, la différence réelle avec un prêt, c'est que demain, vous faites un prêt à la banque, votre maison n'est pas conforme, votre voiture ne fonctionne plus, la banque, elle sera payée, ce n'est pas son problème. Elle vous a fait un prêt, vous avez décidé finalement de ce que vous faisiez de vos fautes. Aujourd'hui, le législateur nous considère que le contrat de maintenance et le contrat de financement ne font qu'un et un seul. Et donc, si la maintenance s'arrête, le client n'est plus tenu de nous payer. En tant que leaser, on s'entend. Et donc, à partir de là, le premier élément important, c'est d'agréer finalement ces partenaires pour être sûr qu'ils soient de qualité. Et après, évidemment, on a un risque de contrepartie, comme pour n'importe quel prêt bancaire, c'est de savoir, effectivement, est-ce que la personne en face va être en faculté de nous rembourser et de ne pas volontairement faire du soutien abusif quelque part, et ne pas volontairement surendetter, ni soutenir abusivement une contrepartie. Ça, c'est les critères absolument essentiels. Voilà, après, il y a une réglementation LAB-FT classique pour n'importe quel établissement bancaire, mais grosso modo, le risque impérieux, le principal risque, c'est notre risque opérationnel, donc un partenaire mainteneur fasse défaut, et donc finalement on s'assoit sur la totalité des dettes qu'il nous a apportées, surtout quand c'est un marché de niche, ou qu'on ait un risque de contrepartie réelle et que la personne, qui plus est là en cette période de Covid, c'est prégnant, ne puisse plus payer finalement les loyers, et donc on se retrouve avec une dette sans remboursement. Donc l'étude de la contrepartie est absolument importante. Essentiel. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je crois que chaque dossier forfaitairement étudié par BNP Paribas coûtait 600 €. Donc on considérait on engageait 600 € pour contribuer à l'étude d'un dossier qui n'était pas automatiquement accordé par le système. Voilà. Ouais. En coûts salariaux, en interrogation BVF, voilà, sur tous ces éléments-là. Ok. Franck, je vois que tu lèves la main, tu voulais intervenir? Oui. Déjà, bonjour, Monsieur Grandjean, merci de participer à cette conférence. J'avais une question à vous poser. Je fais partie de la Dream Team.
Vous, à titre personnel, vous jouez quel rôle dans la mise en place des contrats et comment, quelle est votre activité, vous, à titre personnel? Aujourd'hui ou chez BNP? Aujourd'hui, dans ce que vous faites. Aujourd'hui, moi, je suis responsable du centre de profit, c'est-à-dire qu'on a un outil sur lequel la totalité des commerciaux remontent leurs demandes de financement. Donc, ils nous disent pour tel client, j'ai besoin de telle somme, donc avec un loyer, on vend un loyer. Est-ce que tu es capable de me financer? Donc, ce financement, et pour nous, on fonctionne ce qu'on appelle en modèle de cession, c'est-à-dire qu'on fait signer un contrat maison qu'on revend au plus offrant chez nos leasers. Mon métier, c'est de m'engager vis-à-vis de tiers refinanceurs, type BNP Paribas, et de m'engager sur un volume de façon à avoir une tarification la meilleure possible pour gagner ma vie et pour faire gagner la vie à la boîte. Voilà. Après, sur la domination du risque, je dirais qu'on a une faculté de faire du portage de risque par nous-mêmes, donc du financement interne. Donc, pour ça, on s'appuie sur des quasi-fonds propres qu'on prend auprès de BPI notamment, et donc mener la politique risque de la structure en disant je suis prêt à prendre tel risque ou pas, et mettre ça, modéliser ça dans l'outil et faire finalement la doctrine globale de la structure. On fonctionne un peu comme une tour de contrôle, grosso modo. Au lieu que chaque commercial aille finalement trouver son propre financement, nous, on s'occupe de ça pour leur compte et dans le but de leur trouver les meilleures conditions, si vous voulez. Voilà. Et on consolide tout ça en vue de ne pas vendre le contrat à l'unité, mais le vendre en masse, type une centrale d'achat, et avoir les meilleurs coûts. Voilà. Et à négocier plutôt qu'à l'échelle d'un contrat à 10 000 euros, à négocier sur des enveloppes à plusieurs millions d'euros, de façon à avoir moins de taux, enfin, le taux le plus bas possible. Voilà. Le taux de refinancement le plus bas possible. Bah, merci d'avoir répondu. Merci. Voilà, votre service. Voilà. On voulait continuer également avec vous pour vous demander quels sont les points d'attention lors de la mise en place du contrat. C'est-à-dire que lorsque vous avez un client en face de vous, qu'est-ce que vous allez regarder en premier avec lui pour voir si vous pouvez mettre en place le contrat? L'élément essentiel, c'est le PV d'installation et de livraison. C'est-à-dire que le client va signer pour le compte du leaser un PV en attestant que le matériel est conforme à ses attentes, conforme au cahier des charges et qu'il est fonctionnel sans restriction. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de PV avec ce qu'on appelle une réserve qui expliquerait que le matériel n'a pas été livré pour quelque raison que ce soit, que le matériel ne fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, puisque cet actif, il nous appartient à nous bancaires, il est dans notre bilan. Sauf que, par définition, je ne délègue pas une personne pour aller signer le procès-verbal de livraison au tiers qui va fournir. Donc la première chose qu'on veut savoir, c'est le matériel est correctement installé et fonctionnel, puisque c'est le nôtre et finalement c'est la seule garantie sur laquelle je peux m'appuyer si jamais le client fait défaut pour le récupérer. C'est la première solution. Après, effectivement, on va s'assurer de la validité de la carte d'identité dans le cadre du code monétaire et financier. On va faire toutes les délégations réglementaires pour le leaser. Voilà, ça c'est notre premier contrôle. A posteriori, le leaser lui va faire ses propres contrôles avec ses propres effectifs et avec d'autres moyens que les nôtres, bien entendu, et s'assurer qu'on n'a pas de problème de conformité majoritairement. Une fois que le prêt est accordé, ce qu'on va s'assurer, c'est de la validité des pièces et qu'entre-temps, on n'a pas de difficultés qui seraient survenues, notamment un redressement judiciaire ou une éventuelle liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde, et que le monsieur ne trempe pas dans des activités particulièrement louches. Voilà. Et que le matériel est correctement installé, c'est ce que je disais, c'est l'élément essentiel. Oui. Ok, d'accord. Donc là, on avait quelques questions concernant le locataire, donc celui qui va mettre en place le contrat du leasing. Et la première question qu'on avait, c'était quel pouvoir détiennent les locataires? Le locataire, son pouvoir, c'est d'utiliser la machine. C'est quasiment la seule faculté. Donc le contrat est tripartite, d'accord? On a le leaser, le fournisseur et le client. Le client qui est donc souscripteur du contrat, sa seule prérogative, c'est d'utiliser le matériel dans des conditions normales. Bien entendu, on ne fait pas de n'importe quoi. Oui. Conditions normales et prévues à l'usage. C'est la seule chose que lui a à faire et c'est la seule chose qu'on attend de lui. Outre le fait de le garder en sécurité, etc., mais des choses essentielles, comme un bon père de famille, si je pourrais dire. Mais c'est la seule prérogative qu'il a. Toutes les autres prérogatives appartiennent au leaser qui est, in fine, le véritable propriétaire du matériel qui est mis en location. D'accord. Ok. Et donc la seconde question qu'on avait, c'était comment justement est déterminé le montant des cotisations mensuelles? Le loyer, alors c'est un calcul relativement simple. Vous prenez finalement le montant, le coût d'acquisition de votre matériel qui est défini par le fournisseur, entendu, hein, et vous y appliquez votre taux.
Alors, dans notre métier, on parle de coefficient multiplicateur, puisqu'on n'aime pas parler de taux. Pour une bonne et simple raison, c'est que le taux est en général relativement élevé. Et on a tendance à un petit peu cacher cet élément de taux. Donc, on parle de coefficient multiplicateur. Donc, on va diviser finalement la totalité de l'enveloppe par un coefficient et ça va nous donner un loyer qui sera appliqué au client et payé in fine par le client. Voilà. Après, on a des taux, en général, aujourd'hui, les taux pratiqués dans le leasing sont autour de 4,5, entre 4,5 et 5,2 points. Voilà, en général, sur le taux appliqué classiquement. Donc, on a un taux qui est quand même relativement plus élevé qu'un prêt bancaire classique, mais qui s'explique par d'autres contraintes et d'autres avantages, mais qui, affiché frontalement, pourrait potentiellement rebuter plusieurs clients. Voilà, donc c'est comme ça qu'on détermine finalement le taux appliqué et in fine le loyer qui sera présenté au client. Voilà. D'accord, ça a été très clair. Pour la seconde partie, en fait, on s'est concentré plutôt sur les spécificités du leasing. Et premièrement, ce qu'on voulait vous demander, c'était, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du LOA? Alors, LOA, c'est la location. Donc, on est sur un modèle de renting, on n'est plus sur un modèle de leasing. Okay. L'avantage essentiel, c'est qu'effectivement, ça ne figure pas au bilan, c'est une opération dite hors bilan, et donc on ne va pas venir toucher ni à la CAF, ni à la capacité, finalement, à la capacité de remboursement de la structure. En tous les cas, aux normes bancaires françaises, aux normes comptables françaises, aux normes internationales, c'est un petit peu plus compliqué, mais on ne touchera pas aux facultés pour la structure de se réendetter. Donc on va avoir un bilan qui va être bonifié, si je puis dire. Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'effectivement, les loyers sont considérés comme des charges d'exploitation et donc vont venir amoindrir finalement votre résultat et mécaniquement amoindrir l'IS, l'impôt sur les sociétés, si tant est que vous fassiez du résultat. Et amoindrir l'IS, donc payer un peu moins d'impôts. C'est majoritairement les vrais critères financiers et qu'on peut souligner. En parallèle de ça, vous avez une flexibilité sur le leasing, c'est comme vous n'êtes pas propriétaire, même s'il y a un engagement, on a la capacité au milieu de votre contrat de vous mettre du matériel qui sera plus récent. Par exemple, vous avez besoin d'informatique et l'informatique change extrêmement rapidement. Peut-être qu'au bout dans 3 ans, votre matériel ne sera plus adapté à votre activité. Dans un prêt classique, vous êtes propriétaire de votre matériel, vous n'avez plus qu'à le vendre et en racheter un autre. En leasing, le prestataire a la faculté de reprendre son matériel et vous refournir du nouveau matériel plus récent en vous remettant une prolongation de l'engagement avec un nouveau loyer, le cas échéant, augmenté ou abaissé en fonction de vos besoins. Donc c'est vachement plus flexible, si vous voulez. Contrairement à un prêt classique qui est très rigide, on vous donne l'argent et vous vous débrouillez, si je puis dire. Là, en parallèle de ça, on a effectivement la maintenance qui est assurée, puisqu'à partir du moment où vous mettez en location, comme je faisais la démonstration tout à l'heure, on est obligé d'avoir une maintenance sur le matériel, faute de quoi on n'est plus réglé. Donc le client, finalement, c'est un peu zen pour lui, si je puis dire, puisque, quoi qu'il en soit, son matériel fonctionnera. Oui. Il n'y a pas d'autre solution pour nous, il faut que le matériel fonctionne. Si le matériel ne fonctionne pas, il est tout à fait fondé, devant n'importe quel tribunal, il pourra faire cesser le remboursement. Donc, il y a plusieurs avantages, ce qui explique aussi le coût un peu plus élevé qu'un crédit classique. Aussi. D'accord. Et donc là, de ce que je comprends de vos explications, donc on est bien d'accord que le LOA, ça ne concerne pas seulement les véhicules, mais Non, toute machine. non, effectivement. Et à la base, ça n'était pas sur les véhicules. Il faut revenir à la genèse de la chose. C'était à l'époque sur l'outil productif coûteux. Vous avez l'Airbus A380 chez Air France, pour certains, sont en leasing. Vous avez des voitures qui sont en leasing. Vous avez l'outil de production de toute nature qui est en leasing. Vous pouvez avoir de la presse, vous pouvez avoir de la machine-outil, vous pouvez avoir n'importe quoi. Et à la base, c'était ça le leasing. C'est-à-dire, vous n'avez pas la faculté d'acheter, ce qu'on entend. Vous avez une solidité financière qui est un peu compliquée. On va vous fournir le matériel contre loyer. Et si vous ne payez pas, moi, j'ai ma garantie, c'est mon matériel et je vous en redéposséderai, puisque de toute façon, je ne fais que vous le mettre à disposition. Voilà. À la base, le leasing, c'est ça. Après, ça s'est largement ouvert devant peut-être un changement de volonté de consommation et en rentrer une nouvelle fois, comme on le disait, plus dans une habitude de consommation plutôt que de propriété. Et aujourd'hui, les choses ont fait que le leasing s'est largement développé à plein d'autres choses, jusqu'à atteindre le particulier, où on peut acheter finalement sa voiture dans un centre commercial et repartir avec son véhicule en leasing. Ce qui est
C'est Voilà, vrai. ce qui est l'aboutissement même du leasing. Mais on peut aller chez le grand litier, je regardais une publicité la dernière fois où il vous loue un matelas. Voilà, on vous loue jusqu'à un matelas et c'est ni plus ni moins que du leasing. Ça ne dit pas son nom, mais c'est du leasing. À partir du moment où vous payez un loyer, vous êtes dans une situation de leasing. Il n'y a pas d'autre solution. Ou de renting. Mais grosso modo, ces deux termes sont connexes. D'accord. Ok. Et donc, on tenait également à vous demander quels sont les avantages et inconvénients du LLD. Location longue durée. L'inconvénient pour certains, c'est de ne pas être propriétaire in fine. Euh, Moi, je suis rentré, alors ça fait un petit peu de temps maintenant dans la banque, mais on me disait achète ce qui s'apprécie et loue ce qui se déprécie. Autrement dit, achète ce qui est susceptible de prendre de la valeur et loue ce qui va en perdre. Grosso modo, les véhicules, on est complètement dedans, l'informatique, on est complètement dedans, et ce sont ces deux secteurs qui sont vraiment les moteurs du leasing. Même si on a quantité aujourd'hui de choses qui se font en leasing, les deux moteurs principaux étant ceux-ci. Voilà. L'avantage de la LLD, c'est une flexibilité et la faculté de pouvoir changer régulièrement de matériel. Demain, vous êtes fan de voiture et vous voulez toujours le dernier véhicule à la mode, il n'y a rien de mieux que la location longue durée. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, vous rendez votre voiture, vous en prenez une autre. Voilà. Vous êtes tranquille parce que votre maintenance elle est faite, vous n'avez pas à payer tout ce qui est maintenance régulière, révision, etc. Tout est inclus, donc on fait un package zen, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'avantage le vrai avantage du leasing, si vous voulez, et de la location longue durée. L'inconvénient, je disais, vous n'êtes pas propriétaire, l'inconvénient, c'est un peu plus cher, indéniable. L'autre avantage, c'est fiscalement parlant pour les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, de passer une charge dans le résultat d'exploitation et donc venir mathématiquement baisser la pression fiscale sur la structure, ou se faire plaisir, certains dirigeants se font plaisir, on ne va pas se leurrer, ou avoir un actif que vous ne pensiez pas pouvoir acheter parce que ça vous est sorti une masse de trésorerie trop conséquente. Voilà, il y a quantité d'avantages. Beaucoup s'affairent à un prêt finalement avec la faculté de payer en plusieurs fois. On a un avantage fiscal et on a un réel avantage de flexibilité pour pouvoir changer de matériel extrêmement régulièrement. Et les inconvénients, je vous disais, c'est cher et in fine, vous n'êtes pas propriétaire. Il y a certaines personnes qui souhaitent, pour des raisons différentes, devenir propriétaire à la fin du contrat. Ok, d'accord. Et donc, la dernière question, justement, concernant les spécificités, on se demandait justement comment choisir entre le LOA et le LLD. LOA, vous allez avoir une priorité au rachat, c'est-à-dire que la location avec option d'achat, on va vous demander à vous d'abord si vous voulez devenir propriétaire. Est-ce que vous voulez lever l'option d'achat? Alors, il y a deux modèles. Nous, sur le modèle de machines qui n'ont pas vraiment de valeur vénale une fois le contrat terminé, nous, on vend majoritairement en copieur informatique. Une fois que le matériel est déballé, utilisé, on n'a plus de valeur. Donc, l'option d'achat est en général à 1 euro, puisque c'est vraiment pour matérialiser le transfert de propriété. Après, sur des véhicules, on fait ce qu'on appelle du ballon, c'est-à-dire qu'on va charger l'option d'achat au maximum pour avoir des coûts de loyer les plus minimes possibles. Mais ça s'explique aussi parce que le véhicule aura une valeur une fois que vous aurez restitué le dit véhicule en fin de contrat. Ça dépend de votre usage et de ce que vous voulez en faire, in fine. Si vous voulez changer de véhicule extrêmement souvent, par exemple, faire un ballon, c'est-à-dire charger votre option d'achat, puisque de toute façon, vous ne deviendrez pas propriétaire, et avoir des loyers les plus bas possibles, c'est une bonne solution pour changer souvent de véhicule à plus ou moins moindre coût. Si à la fin, vous souhaitez prendre la propriété du matériel et considérer la location que finalement comme un prêt un peu plus, puisque vous avez votre maintenance, c'est plus intéressant de faire de la location avec option d'achat. Tout est question de volonté et de négociation avec le client. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, il y a aussi l'aspect du partenaire, du gestionnaire de parc, puisque nous, on gère un parc. Nous, on préfère le LLD, puisque par définition, il n'y a pas d'option d'achat. Et donc, quand le contrat se termine, on débranche la prise. Au revoir, bonne journée. Si vous en voulez un autre, il va être temps de re-signer avec lui. Exactement, ouais, c'est ça. C'est vrai. Ok, et donc là, du coup, on va plus se concentrer sur le côté risque. Et on voulait vous demander justement, le relevé d'informations est-il pris en compte pour l'octroi d'un contrat de LOA? Bah, relevé d'information du conducteur, on s'entend. C'est ça. Si vous faites moi, à ma connaissance, et je suis très peu calé sur le véhicule, parce que je n'ai pas fait d'Arval, mais l'assurance n'était pas incluse. C'est-à-dire que nous, on vous louait le matériel, mais charge à vous de l'assurer. Donc, à ce titre-là, je n'ai pas du tout de notion de RIC à avoir. Pour ce qui est de tous les autres matériels, outils ou que sais-je, il n'y a pas de relevé d'information conducteur à avoir.
On aura des assurances obligatoires, puisque nous, le matériel nous appartient une nouvelle fois. Donc, soit vous pouvez prouver que le matériel est assuré et que s'il y a un problème avec, indépendant de volonté, inondation, incendie, vol, etc., votre assurance remboursera. Si vous ne le faites pas, moi, j'ai la faculté de souscrire une assurance pour vous. En tous les cas, pour garantir le matériel qui est chez vous, puisqu'il est dans mon bilan, et que moi, je compte bien retrouver la couleur en fin de contrat. D'accord. Ok. Franck, tu as une question? Oui, j'avais une question. En fait, quand on parlait de relevé d'informations, on parlait au niveau des risques, au niveau de la sinistralité. Par exemple, parce que sur le relevé, on voit une personne qui a eu tant d'accidents. Et on sait qu'une personne qui a eu beaucoup d'accidents, est-ce que ça va avoir un impact sur le prix de la cotisation, étant donné que cette personne, elle est un peu plus à risque qu'une personne voilà, qui a un bon bonus, quoi, entre guillemets. Donc, je reprends, Franck, je complète votre question. On parle bien de relevé d'informations du conducteur, une nouvelle Oui, du fois. conducteur, tout à fait. Une Parce nouvelle qu'il y a fois, les antécédents le du viseur, véhicule. Mhm. lui, il va prélever son loyer. Il vous demande de l'assurer, c'est contractuel. De toute façon, techniquement, vous ne pouvez pas rouler sans assurance. On Mhm. vous fournit soit une assurance maison, et auquel cas, effectivement, le RIC est demandé, puisqu'on va vous fournir une assurance Cardiff, ou la filiale de Nomécha, qui fait l'IARD, ou vous allez souscrire votre propre assurance. Et si vous avez votre propre assurance, moi, techniquement, que vous soyez assuré chez X, Y, Z et que vous ayez X de cotisation, ça ne me regarde pas. Ok. Ça ne me regarde pas. Quelque part, je m'en fiche. C'est pas moi qui vais vous prélever votre cotisation. C'est pas moi qui prends un risque sur vous. Moi, mon seul risque, c'est de récupérer ma voiture et qu'elle soit fonctionnelle. Après, si vous l'éclatez dans un mur et que vous n'êtes pas assuré, c'est vous qui payez. Ok. C'est pas un défaut de maintenance, c'est vous qui n'avez pas fait les délégations qui étaient prévues au contrat. Ok. Au Libre moins, à c'est vous. clair. C'est ça, Ok. Merci exactement. beaucoup. La seconde question justement qu'on avait, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement d'être confronté à des litiges, notamment en termes de non-paiement, Ah oui. de loyer, etc. Ouais, alors moi, quand j'ai fait majoritairement de l'OE, ce qu'on appelle de l'Office Equipment, c'est informatique, bureautique, solutions informatiques, GED, etc. Donc, à plus grande échelle chez des très grands groupes, comme chez des PME. On considérait que le taux de défaut normal d'apport d'affaires était de 0,9 points, c'est-à-dire qu'on devait récupérer 99,1% de l'encours. Voilà, donc ça induit que par définition, on va avoir de la casse. De toute façon, si je fais de la banque et que je ne conçois pas d'avoir de la casse, il faut aller vendre des crêpes. Parce qu'il y a un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. On est là pour savoir prendre du risque. C'est ce qui va l'opposer au danger, hein. C'est de savoir le monitorer. Donc oui, on aura de la casse. Ça, c'est évident. Donc quand on a de la casse, qu'est-ce qu'on peut faire? Récupérer l'actif, éventuellement. Mais moi, je n'ai pas de poids lourd et puis je n'ai pas de technicien, donc aller chercher un copieur, je ne sais pas faire. Mais par exemple, le partenaire qui m'a fourni, peut-être, ça va l'intéresser de récupérer la propriété du matériel d'occasion. Et auquel cas, il va me faire une proposition qui viendra amoindrir ma casse. Voilà. Mais sur ce genre d'actifs, c'est en général de la non-valeur. C'est-à-dire qu'on sait qu'on appuie notre prêt sur rien, si ce n'est sur la faculté du client à nous rembourser. Ça, c'est le principal aspect de contrepartie qu'on a eu à gérer. Après, on a de l'aspect opérationnel. C'est comme je disais tout à l'heure, on a un fournisseur qui, lui, a fait défaut sur un marché de niche, et ça nous est déjà arrivé aussi. Et on se retrouve là avec de l'encours qu'on récupérera jamais, et on peut techniquement pas faire grand-chose, puisque on n'a personne qui est capable de se substituer et maintenir le matériel. Donc ça, si on n'a pas cette faculté-là, on ne pourra jamais, même devant n'importe quelle juridiction, récupérer les loyers. Donc, on sait qu'on perd. Voilà. Après, une nouvelle fois, ça fait partie du jeu, si on peut appeler ça un jeu. Et après, vous avez la malhonnêteté, où vous avez des gens qui, effectivement, des patrons de boîte qui ne jouent pas le jeu. Si je dois vous raconter une anecdote, c'était quelqu'un qu'on avait agréé récemment pour vendre du copieur. Et puis on fait un dossier, deux dossiers, trois dossiers, quatre dossiers, cinq dossiers. Au bout du cinquième dossier, il y en a un qui casse. Bon, au bout de 5 dossiers, un qui casse, on commence à se poser des questions, savoir pourquoi. Sans trop chercher, ça peut arriver, hein, une nouvelle fois. On sait qu'on va avoir une faculté, un risque de contrepartie, on sait qu'on ne récupérera pas tout notre emploi. Un deuxième qui casse. Là, on va commencer à se poser beaucoup plus de questions. Et en s'adressant au client, on va lui dire, monsieur le client, on vous a mis en location un copieur, si vous ne payez pas, on va devoir le récupérer, puisque par définition, vous ne payez pas. Et le client nous dit, bah non, je ne vous rendrai pas le copieur. Je dis, bah si, à un moment donné, il va falloir me le rendre. Si vous voulez le copieur, moi, il m'a été offert. La chose que j'ai acheté, c'est le coffre-fort qui est dans le mur là-bas. Donc si vous voulez récupérer la propriété de quelque chose, vous prenez votre pied de biche, puis vous allez chercher le coffre-fort dans le mur. Ou le défibrillateur automatique, ou ces choses-là, qui ne valent in fine rien, qui va nous coûter une fortune à aller chercher,
parce que sans trop faire attention à la facture de bonne foi, on a pensé que le client était et on a payé le dossier alors qu'effectivement le copieur sur la facture était marqué offert et que la seule chose qui était tarifée, c'était le défibrillateur, le coffre-fort. Voilà. Ça fait partie soit du risque opérationnel, soit du risque de contrepartie, mais comme toutes les structures. Après, il y a un risque de taux, évidemment, on s'expose. On ne peut pas garantir des tarifications sur des durées extrêmement longues, puisqu'on ne sait pas comment vont varier les marchés financiers, comment on va pouvoir se refinancer. Et ce risque-là, on ne l'a pas, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. De toute façon, ce n'était pas mon métier, il y avait des gens pour ça. Mais c'est un risque auquel on sait qu'on s'expose quand on fait des déploiements sur plusieurs années, où, par la contrainte, je dirais, contractuelle, on a été obligé, pour prendre le marché, de s'engager sur un taux. Et là, on croise les doigts pour que les marchés ne s'inversent pas et qu'on ne prenne pas une inflation et qu'on ne prenne pas une montée des taux spectaculaire, puisque sinon, on sera à perte. D'accord. Ok. Bon, bah, ça a été très clair, du coup, pour le coup. On avait également une question, donc c'était quels sont les événements qui peuvent conduire à une rupture du contrat? La rupture du contrat, c'est... Alors, le risque principal, c'est la liquidation judiciaire in fine du locataire. C'est ce qui va rompre le contrat de fait, puisque de toute façon, il ne peut plus payer. Donc, à moins qu'on ait fait ceinture et bretelles et qu'on ait pris des garanties d'engagement de poursuite de loyer ou une caution ou quoi, techniquement parlant, ben, il me reste mon actif. Donc, je vais essayer de broquer comme je vais pouvoir pour récupérer 3 sous. Ça va, quoi qu'il en soit, engendrer une rupture du contrat, quoi qu'il en soit. L'autre, une nouvelle fois, c'est le défaut du partenaire qui ne fait plus la maintenance et donc le contrat est rompu de fait. Mais de facto, toute violation des clauses du contrat va entraîner une rupture de celui-ci. On ne peut pas mener un contrat partiellement. Le contrat est prévu à la base. Si on ne respecte pas les clauses, le contrat est rompu. Évidemment, l'extrême majorité se passe bien. Et l'extrême majorité va à son terme où il est remplacé, il est subrogé, c'est-à-dire qu'on met un autre contrat à la place parce qu'il y a des besoins qui ont évolué, etc. Soit on a une rupture brutale et c'est parce qu'une partie a violé les conditions de celle-ci. Alors, à ma connaissance, les leasers ne le font pas, puisque par définition, c'est leur contrat, et donc ils ont tendance à les respecter. Mais certains clients, oui, ne jouent pas le jeu jusqu'au bout. Et donc, qui amène effectivement une rupture brutale du contrat. Tout à fait. Ok. On a fait quelques recherches avec mon groupe et on s'est aperçu en fait qu'en 2019, il y a eu plus de 75% des véhicules neufs qui ont été financés justement par le leasing. Et donc, on voulait voir avec vous justement comment vous expliquer cela. On explique cela d'abord parce que un des premiers, parce que bon, maintenant le match est un peu serré, mais le premier à acheter les véhicules neufs, ce sont les entreprises. Et il y a un aspect éminemment incontournable pour les entreprises de prendre du parc. Nous, on a une cinquantaine de véhicules de fonction à destination de tous, et ils sont tous en leasing. Voilà, donc s'il fallait faire la représentation, il n'y a pas mieux que celle-ci. Nous, on prend tous nos véhicules en leasing pour les aspects fiscaux que je décrivais tout à l'heure. Donc, les entreprises étant un des premiers, en tous les cas, il y a match avec les particuliers, mais grosso modo, sur 2 300 000 nouvelles immatriculations, on doit avoir 1 million, grosso modo, qui sont faits à destination des entreprises. Donc, on a déjà 50%. Pour la plupart, ce sera de la location. Après, effectivement, il y a monsieur et madame tout le monde qui a envie de s'acheter son véhicule et qui a envie de se faire un peu plaisir. Et quand on va lui annoncer le prix de l'option et lui dire, bah, écoutez, le Bluetooth, c'est 500 €, on va lui dire, bah, écoutez, c'est 19 € par mois. Et peut-être que monsieur et madame tout le monde va dire, ah, pour 19 balles, ça vaut peut-être le coup de mettre le Bluetooth, et donc je vais vendre. Et puis, il s'avère une chose, c'est que aujourd'hui, tous les vendeurs de véhicules ont leur captif de financement. Oui. Donc, ils font du financement. Alors, c'est la Diac, c'est ALD Automotive, voilà, toutes ces entreprises-là ont une captive financière ces captifs vont inciter les commerciaux à vendre le prêt en même temps que le véhicule, puisqu'ils vont être commissionnés pour le prêt. Donc, il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie démarche push des vendeurs pour vous faire prendre le financement en même temps que le véhicule. Donc, mathématiquement, ça s'en sent par la montée de la consommation des véhicules. Maintenant, si je dois vous donner un avis perso, n'achetez pas votre véhicule en location, sauf si vous voulez le changer régulièrement. C'est ça. Et moi, c'est ok. Et si on ne veut pas justement s'occuper de tout ce qui est préparation, maintenance, etc. Exactement. Exactement. Okay. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à quel prix? Aussi, ouais. Si vous le gardez 3 ans,
il y a peu de chances que votre véhicule, en tous les cas, vous avez une garantie constructeur dedans, c'est-à-dire que vous avez un risque résiduel sur 1 an. À quel prix pour avoir 1 an de tranquillité? C'est clair. Franck, tu avais une question? Oui, j'avais une question. Concernant la transition écologique, on sait qu'actuellement, c'est d'actualité. Est-ce que le leasing a pris, particulièrement vous et votre entreprise, avez pris des recours à ce sujet concernant la C'est vrai transition que c'est écologique? prégnant comme sujet. Oui, 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 oui. On est, bon, même si toutes les entreprises ont tendance à faire une vaste campagne de greenwashing, puisque effectivement avoir un aspect green, c'est plus vendeur, BNP effectivement avait mis une politique, ce qu'on appelle d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on avait le réemploi du matériel une fois qu'il était arrivé à terme. Je vais prendre l'exemple le plus concret, c'est un iPhone. L'iPhone a été mis en location sur X temps, en général sur 2 ans. L'iPhone, il a une vie après ces 2 ans. En tous les cas, il a encore une capacité à vivre. Et donc, BNP s'était associé avec une entreprise qui faisait du reconditionnement d'iPhone et qui, au lieu de le béné, enfin de le jeter, pouvait le remettre en location et donc réutiliser ce même emploi sur plusieurs clients. En parallèle de ça, on avait aussi, on mettait en location des fûts de vin. Ces fûts de vin coûtent extrêmement cher quand ils viennent de grands crus parce qu'ils sont faits en bois spéciaux, etc., etc. Et donc le premier qui était par exemple Saint-Émilion, je vous donne pour exemple, qui utilisait des fûts extrêmement spéciaux, quand ils étaient au rebut, on récupérait, on le louait à des producteurs de vin qui étaient un peu moins haut de gamme et qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter ce fût, et donc qui pouvaient réutiliser le dit fût pour pouvoir refaire du vin. Et en bout de course, on l'utilisait encore une troisième fois pour faire des meubles, et on revendait à une entreprise qui faisait des meubles avec les fûts qui étaient broqués. Ça, c'était un emploi. Donc on voit que l'actif, il a plusieurs vies finalement, et donc ce qui contribue à éviter de refabriquer, et donc in fine de protéger les ressources. Après, on avait mis en place une plateforme. Alors, je ne suis plus chez BNP, mais j'utilise On, vous ne m'en voulez pas. On avait utilisé une plateforme de mutualisation d'usage, c'est-à-dire qu'on avait des clients qui achetaient des matériels extrêmement valeureux, type des moissonneuses-batteuses, type des PET scans, type des scanners. Et donc, plutôt que de l'utiliser pour votre seul usage à vous, parce que vous ne l'utilisez pas tout le temps, on mettait en place une plateforme qui permettait aux gens de louer, qui avaient loué le matériel, de pouvoir le sous-louer à des tiers, et tout ça avec l'autorisation du leaser, en leur disant, si vous utilisez notre plateforme, nous, on vous autorise à sous-louer, et on assure le matériel, même quand il est sous-loué à un tiers. Et ça évite que lui s'en achète un. Donc, toutes ces choses-là contribuent, in fine, à préserver les ressources et préserver la planète, donc un aspect green, si je puis Donc, dire. donc ça prend à la fois aussi les chaînes de production et ça prend aussi à la fois la réutilisation des produits et beaucoup de recyclage aussi, si j'ai bien compris. Exactement, tout à fait. Mais in fine, on n'a rien inventé. Enfin, BNP n'a rien inventé. On a repris finalement ce qui se faisait, mais on l'a appliqué au marché. Mais ça a eu cet aspect que ça prenne. C'est-à-dire que le place qui permettait de sous-louer le matériel a été extrêmement utilisé. Et puis, cette économie circulaire a intéressé de plus en plus de monde. Quand je vous parlais des fûts de vin, ça fonctionne bien, puisqu'on a 2 emplois, in fine. Plutôt que recréer, on peut utiliser autrement. Oui. Mais je suis Non, d'accord avec merci d'avoir répondu à la question. vous. Ok. Et donc pour la troisième partie, on a décidé, mon groupe et moi, de se concentrer sur le crédit bail immobilier. Oh là. Et donc, la première question, c'était tout simplement, qu'est-ce que le crédit bail immobilier? Même chose que pour le mobilier, on va acheter l'immeuble. En général, c'est les immeubles de bureau. Sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai jamais vu de crédit bail immobilier sur de la maison de particulier. Grosso modo, on va l'entrer dans nos actifs, on va l'acheter. Donc ça, c'est pareil, c'est une filiale dédiée pour BNP ou pour tous les leasers. On va acheter l'immeuble qu'on va remettre en location à destination du locataire. Donc, une entreprise en général qui, elle, va pouvoir, elle n'a peut-être pas les moyens de le payer tout de suite. Deuxièmement, elle va passer en charge, va venir à moindre résultat, donc pour les mêmes intérêts fiscaux qu'on avait vus précédemment. Ça se fait beaucoup moins, ou ça se fait sur de très grosses contreparties, puisque en général, c'est malgré tout sur des immeubles complets, en tous les cas de ce que j'en ai vu, c'est sur des immeubles complets et c'est tout de suite des tickets qui sont extrêmement élevés. Mais il y a un avantage, si vous prenez le tribunal de Paris, la grande tour au milieu de Paris, c'est ni plus ni moins qu'un leasing au profit de l'État avec une option d'achat au profit de l'État.
Ok. Donc ça marche, Oui. pour vous dire. Ça touche toutes les strates, même les bâtiments administratifs. Ah, j'ai perdu Yasmina qui vient de freeze. Bah, on va donner la parole là, du coup à Nadia. Ça Nadia qui marche. fait partie du groupe. Et bon, bah, Nadia, je te laisse prendre la parole. Il faut juste que tu t'es en mute, Nadia. Ouais, Ouais. activez votre micro. Excusez-moi, Je vous en c'est prie. vrai, il faut que je puisse activer mon micro. Moi, j'ai une question justement par rapport au leasing. D'après vous, aujourd'hui, quel est l'avenir en fait du leasing? Parce que tout à l'heure, en début en fait de conférence, vous parliez carrément de location de matelas. Du coup, qu'est-ce qui, pour vous, serait l'avenir du leasing? Je pense individuellement. Je vais donner un aspect strictement individuel. Hein. Oui, bien Je sûr. pense qu'il est destiné à se démocratiser, puisque on a une volonté, une nouvelle fois, la propriété n'est finalement plus impérieuse. Voilà, aujourd'hui, on est capable de ne plus acheter ses DVD, on va consommer du Netflix, on va consommer de l'Apple Music pour sa musique. C'est ni plus ni moins finalement qu'un modèle de location. Hein. Alors, pas d'option d'achat, pas aussi complexe, mais c'est ni plus ni moins qu'un modèle de location. Ce qu'on veut, c'est avoir les dernières nouveautés, mais pas les acheter, puisque finalement, notre propriété, quelque part, on s'en fout. Dans 3 mois, j'écoute plus le CD. Et quelque part, ces actifs, il y a beaucoup d'actifs qui sont sur le même modèle. Le téléphone portable, on en change, mais une quantité astronomique. Et moi, le premier, je crois que j'achète systématiquement le dernier iPhone. Demain, je pourrais faire un modèle de location, peut-être le fraîche, je ne sais pas. Le matelas, on en parlait, les véhicules. On est dans une société de consumérisme immédiat et on consomme tout de suite sur un coup de cœur. Et la propriété, finalement, passe au second plan. Donc je pense que pour moi, elle est amenée à se développer et à se développer sur énormément de pans de marché. J'ai quitté l'entreprise BNP Paribas où c'était devenu une stratégie. Au moment où je quitte, on s'ouvrait vers d'autres marchés. On avait notre marché de niche qui était l'office equipment, qui était majoritairement les actifs techno. Et on s'ouvrait vers quantité d'autres actifs où on se disait, mais finalement, il y a un intérêt à vous accompagner puisque ça présente un vrai avantage, cette solution présente un vrai avantage pour tous. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une situation où le leasing sera de plus en plus implanté dans notre consommation au quotidien, sans problème. Sans problème. Ok, parfait, je vous remercie. Parfait. Donc, je pense que là, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc là, durant cette conférence, justement, on a pu voir qu'est-ce que c'était le leasing, les différents types de leasing qui existaient. On a pu faire un tour aussi également sur le LOA et le LLD. Qu'est-ce qui a été mis en place justement par rapport à tout ce qui était écologie, etc. Et puis on a pu voir aussi un petit point sur le crédit bail immobilier. Donc je pense qu'on a réussi à faire le tour. Maintenant, je voulais justement demander aux camarades de notre classe, est-ce que vous avez d'éventuelles questions justement à poser soit à notre groupe ou alors à monsieur Loris Grandjean? N'hésitez pas. Je crois que ça ne marche pas trop. Ah, si. Voilà, je reviens vers vous. Merci pour votre intervention, Monsieur Grandjean. Alors, donc j'ai compris que vous avez quitté BNP Paribas. Donc, pour quelles raisons? Et aujourd'hui, donc par rapport à votre situation, quels sont vos principaux clients? Quels sont vos principaux concurrents? Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé justement à partir de chez BNP Paribas pour voilà, travailler sur le leasing encore aujourd'hui? Alors, je vais répondre. Pourquoi je suis parti de chez BNP Paribas en étant tout à fait trivial pour des raisons absolument économiques d'abord, parce que j'ai cette prétention de ne pas travailler que pour la gloire. Ensuite de ça, effectivement, il y a eu un aspect, parce que j'ai fait un peu de provoque, mais il y a un aspect, il y a un vrai intérêt en quittant BNP Paribas, c'était de sortir d'une vraiment extrêmement mécaniste, où on avait une fiche de poste qui était extrêmement rigoureuse. On m'a donné là plus ou moins les clés de la boutique et on m'a dit tiens, il faut qu'on arrive à constituer cette structure qu'on appelle une captive financière, il y a des workflows à créer, il y a pas mal de choses à faire et puis bah tiens, je te fais confiance, j'ai mis de l'argent sur la table, je te fais confiance, montre-moi
faut que ça fonctionne. Voilà. Dans 6 mois, si ça fonctionne, c'est bien, tu restes à bord du navire. Si dans 6 mois, ça ne fonctionne pas, tu iras trouver une boule ailleurs. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir créer, puisqu'on n'a pas le poids d'un grand groupe. Quand vous voulez changer n'importe quelle virgule sur un contrat chez BNP, ça prend quantité de signatures, mais ce qui est logique, hein, on peut, dans une organisation telle que BNP, je crois que c'est 225 000 collaborateurs, on ne peut pas être extrêmement flexible. Ici, on est en PME et on a cette flexibilité qui était extrêmement intéressante. Très, très intéressant. Et puis, l'aspect aventure de tout créer et puis de prendre un poste managérial relativement élevé que je n'ai jamais eu. C'était une première pour moi. Et de référer simplement au président et de ne pas avoir de strate intermédiaire. C'était une volonté, une aventure, avant tout. Et même si je fais de la provoque niveau salaire, c'était avant tout une aventure. Et donc aujourd'hui, quels sont vos principaux clients, vos principaux concurrents? Oui. Nos principaux clients, on fait de la PME comme on fait du grand groupe. On a des groupes cotés, on a à peu près tout ce qui se fait du tissu économique français en termes d'entreprise, extrêmement majoritairement de l'entreprise privée pour des raisons. On sait extrêmement mal gérer l'entreprise, enfin les marchés publics. C'est un métier et on n'est pas taillé pour. Voilà. Donc on fait extrêmement de privé. Après, nos principaux concurrents, on se retrouve en concurrence avec la terre entière finalement, puisque tous les fournisseurs informatiques, bureautiques sont nos concurrents frontaux. On fait un peu de sécurité avec notamment caméras de surveillance, etc. Puisque tout ça étant interconnecté, on a des concurrents sur ce marché-là également. Après, nos clients internes sont captifs, si vous voulez. C'est-à-dire que le client interne, les commerciaux sont obligés d'avoir recours à notre filet de financement. Donc, on ne subit pas de concurrence en tant que telle d'éventuels liseurs connexes. Voilà. On est plus en partenariat avec les liseurs, on n'a pas de relation de concurrence. Nos vrais concurrents sont nos concurrents de notre métier de base, c'est-à-dire la vente de produits et d'actifs technologiques. Voilà. Merci. Si je n'ai pas oublié un élément de votre question, Madame. Non. C'est bon, d'accord. J'ai vu que Stéphane, tu avais une question également. Oui, après, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture. Je vous entends très très mal, je vous avoue. Ouais, alors 2 secondes. Bon, là, j'entends. Oui, peut-être qu'en voiture, ça va être compliqué en voiture, de ça mettre la conversation. Ne pas avoir un accident, surtout. Oui. Je vais prendre la question. Nadia, tu as une question? Tout à fait. J'ai une question justement par rapport à votre parcours qui est quand même assez atypique, parce que vous avez commencé en banque, ensuite vous êtes quand même resté entre guillemets en banque, mais plutôt côté leasing à la BNP. Là aujourd'hui, plus rien à voir entre guillemets avec la banque. Qu'est-ce qui a fait que, même si j'ai bien compris, c'était l'aventure, le côté pécunier, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit stop, ça y est, c'est fini la banque? Alors ça, c'est pas... Très sincèrement, pour avoir quitté le monde bancaire, c'était un concours de circonstances. C'est que mon patron actuel, c'était quelqu'un que je suivais pour le compte de BNP Paribas et donc qui était mon apporteur à cette époque-là. Okay. Et qui, à un moment donné, de toute façon, tu viendras bosser pour moi. Je lui ai dit que je pensais vraiment pas. Voilà, je suis pas superstitieux, mais à croire qu'il ne fallait pas dire jamais. Et à un moment donné, je me suis retrouvé sur un poste où j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour au bout de 4 ans. Je m'ennuyais, j'avoue un peu. Voilà, les propositions d'évolution qui étaient, c'était de passer Key Account Manager, ce qu'on appelait CAM, sur des comptes plus gros. M'a pas fait vraiment vibrer. Et puis voilà, et puis l'opportunité s'est présentée, on a discuté, et puis l'aventure m'a tenté. Voilà, c'était un concours de circonstances qui a fait que, avec le recul, j'ai été un peu fou, je vous avoue. Puisque je me suis dit, c'était loin d'être gagné d'avance, très très loin d'être gagné d'avance. J'ai été peut-être un peu fou, mais je regrette absolument pas, puisque ça a été vraiment enrichissant, très très enrichissant. Mais je suis très loin de balayer du revers de main la banque, et potentiellement j'y retournerai demain, mais alors sans aucun problème. Moi j'adore mon métier, je l'ai choisi, il ne m'a pas choisi, et j'adore ce que je fais, donc il n'y a absolument aucun débat. Ok, parfait. Stéphane, tu as pu régler ton problème de micro? Non? Non, je pense que non. Vous avez d'autres questions ou tout a été clair pour vous?
vous bridez pas, je vous répondrai à toutes les questions. Il n'y a pas de... Et je mords pas, normalement. Oui, non? Pas de réponse? De mon côté, ça a été assez clair. D'accord. Merci. Les autres, pas d'autres questions? C'est clair? Non. Pareil pour moi. Très clair. Merci. J'ai peut-être une question. Je ne sais pas si ça a été dit. Est-ce que, bon, c'est pour l'intervenant, est-ce qu'au niveau de sa future carrière, est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Est-ce qu'il compte rester dans le leasing ou passer sur autre chose? Je ne sais pas. Je vais vous répondre. Le monde bancaire est vaste et on a cette chance, alors je pense en être la preuve, d'avoir des passerelles entre chaque métier de la banque. Moi, je suis arrivé du réseau, je connaissais Anne au leasing, je suis rentré chez BNP dans le leasing un peu, pas par hasard, mais sur un job dating. Le poste m'a plu, mais je n'étais pas venu sur ce job dating-là pour rentrer dans le leasing. Donc, ma future carrière, pour l'instant, je la vois ici parce que j'y suis particulièrement bien et que j'aime ce que je fais. Maintenant, si ça doit changer pour des raisons X ou Y, oui, je pourrais aisément retourner en tous les cas dans le leasing. Peut-être moins aujourd'hui dans la banque de réseau parce que je porte désormais l'étiquette leasing et que malgré tout, on n'est pas des banquiers. Quand vous passez en leasing, vous n'êtes plus des banquiers. Mais retourner en filiale de leasing, ça me poserait mais absolument aucun souci. Chez BNP Paribas ou ailleurs, mais pour l'instant, je suis extrêmement bien où je suis, à tout vous dire. Voilà. Donc pour l'instant, je reste là. Et j'y suis bien. Pour finir sur votre question, voilà. Merci beaucoup. Votre service. D'autres questions? C'est bon pour vous? Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Madame Platio, vous avez d'autres questions ou c'est bon pour vous également? Non, c'est parfait. Donc oui, Stéphane, a priori, voilà, on ne va pas pouvoir recueillir sa question. Non, tout est clair. Merci beaucoup, Monsieur Grandjean. À votre service, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Également. Yasmina également. Au Merci. plaisir, si vous n'avez pas des cartes. Alors, je ne sais pas si Laurine est revenue parmi nous. Laurine, elle est là, c'est juste qu'elle est connectée sur un autre ordinateur et cet autre ordinateur, elle n'a pas la fonction micro ni caméra, c'est pour ça. Mais elle est bien présente. Hein. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ça a été clair pour tout le monde. Donc,